Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons le gîte et le couvert que propose un lieu singulier en Meurthe-et-Moselle. Posé sur une colline d'où se promène très loin le regard, il est une oasis ou une île, c'est selon la culture de chacun. Un lieu de culture, justement, insolite, voire improbable, ouvert au monde entier, au monde en entier. Les gîtes sont chaleureux et chaulés, le chauffage au bois. Pour l'électricité en autoproduction, on veillera à la plus grande et la plus heureuse des sobriétés. La table d'hôte, simple, savoureuse et locale, est assurée par le maître des lieux, un lieu où prime l'humain bien plus que le client. Alban Gigueleux, bonjour. Bonjour Eric. Merci de me recevoir chez vous, au gîte et table d'hôte Soleol, sur la commune de Landremont, entre Nancy et Pont-à-Mousson, en Meurthe-et-Moselle, dont vous dites être le taulier. Expliquez-nous, Alban Gigueleux. Taulier, c'est une manière de personnaliser le métier un petit peu. J'aimais pas trop gérant ou patron, donc j'ai décidé d'être taulier, d'endosser vraiment le costume. Et alors, table d'hôte et gîte? Oui, c'est l'accueil, comme je disais, l'accueil nature. C'est ce que j'essaye de faire. Et pourquoi Soleol? Soleol, parce que soleil et vent. Qui viennent nous caresser de temps en temps. Et bon, on en reparlera un petit peu plus tard dans l'entretien. À l'autre bout de la France, Alban Gigueleux, vous avez un homologue. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de mon écœurement pour le système moderne, pour la société capitaliste et mercantile, et mon amour pour les Pyrénées en tant que non seulement montagne, mais milieu humain et milieu agropastoral. Et donc, après cette année passée chez eux, à travailler à Anitch, à Lesquin, à Aubize ou à Lourdios ou à Idius, je n'ai pas hésité une seconde. Je me suis dit, je reste ici. Et quelques années après, donc, on fondait la Goutte d'eau avec d'autres amis rencontrés à Etsotte au bar Le Randonneur. Pour moi, la montagne, c'est le bonheur. Simplement, le bonheur qui se réalise sur la terre. J'imagine, Alban Gigueleux, que vous connaissez Éric Pététin, dit l'Indien, qui fonda avec quelques amis dans la vallée d'Aspe, dans les Pyrénées-Atlantiques, au début des années 90, la Goutte d'Or, l'ancienne gare de l'Esquin, au cœur de la résistance contre le tunnel du Somport, entre la France et l'Espagne. Ici, dans un reportage diffusé sur TV Isard en été 2012, juste avant son expulsion par la gendarmerie. Éric Pététin, c'est un petit peu un de mes héros de jeunesse, dans les années 90, avec la renaissance de Charlie Hebdo. Renaud, qui était chroniqueur à l'époque, en parlait assez souvent. On n'avait pas forcément accès, on n'avait pas d'accès à Internet, donc on pouvait suivre ça. Et je trouvais que c'était pour moi une image de résistance. Et c'est quelqu'un que j'ai admiré, dans ma vingtaine, et que j'ai eu la chance de recevoir ici en 2012 avec le collectif des décroissants de Meurthe-et-Moselle, Époque, qui avait fait une assemblée constituante à Soleol, et j'avais eu la joie de pouvoir le rencontrer et de discuter un petit peu avec lui et de rencontrer cette personne. Et la Goutte d'Or, vous connaissiez? Vous êtes vous-même rendu, Alban Gigueleux? Non, malheureusement pas encore. J'y suis invité, mais j'ai des fois du mal à quitter le lieu duquel je m'occupe. Mais je désespère pas d'y passer un jour, parce que c'est pour moi, on va pas dire une mythologie, mais c'est un lieu qui m'a beaucoup marqué. Alors, il y a quelqu'un également qui a beaucoup marqué le lieu, ici où nous sommes, au gîte table d'hôte Soleol. Alban Gigueleux, c'est votre père. Oui, c'est mon père, c'est le Mich, c'est lui qui est à l'origine du projet, et qui vit toujours sur le site, dans le chalet qui est à quelques mètres d'ici.
qui est un personnage. J'ai la chance de l'avoir eu pour père, et je suis heureux d'aujourd'hui de pouvoir continuer le projet qu'il avait imaginé, avec des valeurs et avec vraiment une idée qui était de faire un lieu d'accueil ouvert vers l'autre, utile, et surtout, comment dire, il a marqué un petit peu de son empreinte le canton, si on peut dire. C'est pas un grand homme à l'échelle planétaire, mais le Mich, de sa planète, on va dire. de la planète. C'est quelqu'un qui avait été très engagé dans les paysans travailleurs dans les années 60-70. Qui a eu une vie sociale, associative très développée, qui a créé une chorale, qui était aussi un alpiniste, amateur bien sûr. Et l'idée de créer un lieu lui était venue après un voyage au Népal dans la fin des années 80, où il s'était trouvé accueilli chez des gens dans des lodges au Népal en faisant le tour des Annapurna. Et il s'était aussi rendu compte à l'époque que c'était difficile. Enfin, il s'était pas très bien senti dans la peau d'un touriste, d'avoir du mal à communiquer avec les gens. Et je me souviens que quand il était petit, il disait que quand il serait à la retraite, il voyagerait, il irait loin et il claquerait tout et on n'aurait pas d'héritage. Et finalement, ce voyage-là l'a incité à vouloir créer un lieu qui n'existait pas dans le paysage, donc le gîte d'étape. Alors justement, Alban Gigueleux, vous parlez de gîte et de paysage. Nous sommes ici dans votre cuisine salle principale, également là où j'imagine vous préparez les repas pour les hôtes que vous recevez ici à Soleol. Alors on n'est pas sur la terrasse parce qu'il fait déjà un peu frais, pour autant on aurait pu s'y mettre et nous avons à travers les vitres de votre cuisine une vue magnifique sur la vallée de la Moselle, ou en partie en tout cas, vous avez un point de vue extraordinaire. Comment pourriez-vous décrire précisément ce lieu, Alban Gigueleux ? Moi j'aime bien parler de collines parce qu'on n'est pas dans les montagnes, mais moi j'aime le relief, donc on a la chance d'être situé sur une crête qui domine la vallée de la Natagne, donc une petite vallée attenante à la Moselle, en face de Dieuloir. Et on est sur un site assez vert, arboré. C'est un peu un îlot quand on arrive. C'est un peu une île. D'ailleurs, en ce moment, c'est la belle saison parce qu'avec les brumes matinales, parfois, on a l'impression, quand on est au-dessus du nuage et qu'on voit un petit peu les collines en face, on a l'impression de voir des îles et de se trouver sur un îlot. Donc avec quelques petites chalets, quelques habitations, des animaux, des ânes, des cochons. Oui, parce que j'ai été accueilli tout à l'heure par vos 2 cochons gascons qui sont en liberté, qui se promènent. Ouais, c'est un petit peu les stars du moment, c'est Pépito et Pépita. J'aime bien la charcuterie, alors je me suis décidé à verticaliser un petit peu, étant d'une famille paysanne. J'avais pas eu le goût dans les années 90 de reprendre, donc là je m'amuse un petit peu en faisant du petit élevage. Ça ne va pas vous plaire, Alban Gigueleux, mais on pourrait imaginer un slogan disant « Tout le monde est bienvenu au gîte Soleol ». Ils sont de retour. Chaque semaine, 4 nouveaux couples vont mettre leur chambre d'hôte en compétition. Wow, super. Voilà, le maillot de bain, il va servir. Demeures insolites, fortes personnalités, rencontres inédites. Le goût des uns n'est pas toujours celui des autres. Je vais à 5. Il faut faire quoi pour avoir un 9 ? Qui seront les meilleurs ? Bienvenue chez nous, inédit, à partir de lundi à 18h sur TF1. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Je vous vois mal, Alban Gigueleux, participer à l'émission Bienvenue chez nous sur TF1 et produite par Coyote, la société de Christophe de Chavannes. Adapté de l'émission britannique 4 in a Bed, 4 dans un lit. Chaque semaine, 4 couples propriétaires de maisons d'hôtes entrent en compétition et vont se recevoir à tour de rôle les uns et les autres afin de se faire juger et se faire noter sur 5 critères. Oui, je reçois un mail, plusieurs mails par an pour participer à l'émission que je décline poliment parce qu'en n'ayant pas de télé, mais tombant parfois devant un écran, il m'est arrivé de voir un petit peu le résultat de ces émissions et dans lesquelles je ne pense pas que je me sentirais très à l'aise. Après, pour autant... Pour quelle raison, Alban Gigueleux ? Parce que on est dans un mode de compétition
Je pense que la production, en tout cas dans son montage, arrive à donner l'impression que les gens ils se tirent dans les pattes. Ils sont là surtout pour critiquer, un petit peu trouver la petite bête chez les uns, chez les autres. Chez moi, il y a pas mal de petites bêtes d'ailleurs. Donc c'est vrai que la tentation est parfois là, mais à un moment donné, il faut aussi avoir des valeurs. Et voilà, j'ai pas envie d'aller sur TF1. Je pense que je sais pas si c'est compréhensible, mais en tout cas, ça m'attire pas. En attendant, tout le monde est bienvenu chez moi. Ça, c'est aussi un des aspects du gîte. Même si aujourd'hui, moi, l'hôtellerie, le gîte, l'accueil à la campagne, je trouve qu'il y a une dérive qui va un petit peu vers de l'hôtellerie rurale, dans laquelle je me retrouve pas du tout. Et le site a certaines contraintes qui ne me permettent pas d'amener des éléments de confort modernes. Et moi en tout cas, je cherche beaucoup plus à amener du confort dans la relation qu'on va donner aux gens, dans la qualité humaine qu'on va apporter, dans la qualité des produits qu'on va travailler dans la cuisine. C'est là que je vais chercher le confort. En même temps, Alban Gicleux, vous avez plusieurs gîtes, vous venez de le dire, combien de lits, et puis vous pratiquez néanmoins une activité, alors je ne vais pas dire néanmoins très réglementée, et puis finalement assez classique dans le genre où vous recevez du monde, vous les servez, vous préparez à manger, on sent bien qu'il y a... si j'osais, je dirais presque une espèce de schizophrénie entre une pratique assez conventionnelle et puis un mode d'action, alors là, pour le coup, très en décalage. Combien de lits actuellement au gîte Soleol, Alban Gicleux ? Alors moi, c'est une des forces du site, et ce qui fait que j'ai une clientèle qui, même si elle ne se précipite pas, il y a de la demande pour ce que je fais. Moi, j'ai une capacité d'une 20aine de lits, répartis en 3 chalets, plus une yourte. Qui sont tous très confortables. Ah oui, très, très confortables. Aujourd'hui, le confort, c'est si c'est avoir un bon lit, des beaux oreillers, de la propreté, une belle vue quand on sort du chalet, un chauffage au bois, mais performant, bien sûr. Enfin, il faut mettre le confort là où il est vraiment. La capacité d'accueil et le côté modulaire des gîtes permet d'accueillir aussi bien un couple qui veut se faire une petite virée au vert, qu'un groupe ou qu'une formation qui va se retrouver, qui vont avoir besoin d'avoir 10, 12, 15 couchages. Moi, ma table en elle-même, là, vous décriviez le lieu tout à l'heure, c'est aussi là où j'habite. C'est-à-dire quand je fais de la table d'hôte, c'est vrai que moi, je vis, j'accueille les gens chez moi. Et j'ai pas une pièce où je mets les gens et moi, je me cache dans ma propre partie privée. C'est-à-dire que j'ouvre ma partie privée aux gens. Donc voilà, je me dois d'être, si ce n'est sélectif, en tout cas d'essayer d'avoir une clientèle qui va pouvoir apprécier ce que je vais lui offrir, et moi aussi en échange je vais prendre un petit peu de ce que les gens vont m'apporter, de par leur provenance, de par leur métier, de par les activités qu'ils vont vouloir développer ici. Je disais également table d'hôte, Alban Gicleux, ça veut dire qu'on peut venir manger chez vous sans pour autant y dormir, et à l'inverse, on peut dormir chez vous sans pour autant y manger. Alors on peut dormir sans y manger sans y dormir, légalement non, c'est-à-dire que il faut prendre le package. C'est l'auberge. Si on pourrait dire. C'est l'auberge, parce que la restauration c'est un vrai métier. Moi, quand je vois les restaurateurs aujourd'hui, je suis admiratif de ce qu'ils font. J'ai pas une formation de restauration, et pour moi, je suis vraiment quand on mange avec les gens, je suis vraiment dans le partage d'une cuisine familiale. Un peu une cuisine de grand-mère qui a été ma grande inspiratrice sur la cuisine. Mon père aussi, à l'époque, cuisinait et s'y était mis. Et on partage vraiment la table. Qui est votre clientèle aujourd'hui, Alban Gicleux ? Je ne sais pas si, là aussi, j'ai le droit d'utiliser ce terme de clientèle. Allez, oui, on va pouvoir dire clientèle, simples. Parce qu'après, on prend un peu d'argent en échange de nos services. Quand même. Ouais, quand même. Mais pour moi, c'est un petit peu le cœur de mon métier. Moi, ce qui m'intéressait, je voulais pas faire toujours les mêmes choses avec les mêmes gens. Donc, l'idée, c'est d'avoir la clientèle la plus variée possible. Soleol, Alban Gicleux, n'est pas un gîte comme les autres. Faut-il regretter que le temps passe de plus en plus vite ? Que l'on se dise condamné, quand bien même on s'y précipite ? Évidemment.
Faut-il se pavaner, d'aller tout droit sur les orbites, mais qu'autour de cette vanité, c'est bien la mort qui gravite. Lentement. Faut-il se réjouir de choses simples comme le sourire de son enfant et continuer à lui mentir, lui faisant croire qu'il va grandir paisiblement? Faut-il regretter qu'on puisse tout voir par satellite, mais que son voisin d'à côté n'a plus jamais eu de visite depuis 20 ans? Faut-il regretter que tous ces sommes astronomiques s'en aillent dans l'espace en fumée et qui plus est deviennent toxiques en descendant? Faut-il se réjouir de ces engins technologiques toujours plus grands, alors que des mondes vont mourir d'une simple piqûre de moustique au même moment? À qui la faute? Les mines ne se voient pas, le bon Dieu est là pour ça. À qui la faute? Ni toi, ni moi, mais nous tous à la fois. À qui la faute? À des gosses tu diras que tu ne savais pas. À qui la faute? On ne sait pas où on va, mais on avance tout droit, c'est certain. On le sait bien, le progrès, ça n'est pas pour demain. Faut-il regretter que le temps soit de plus en plus gris, que les nuages soient pollués, que les brouillards s'épaississent continuellement? Faut-il regretter qu'aux quatre coins de la planète, soi-disant illuminés, est bel et bien sonné l'alerte depuis longtemps? Faut-il s'offusquer qu'au ministère de l'écologie on soit capable d'en voir un petit regard de la pluie quand tranquillement un autre chie dans l'eau potable? Faut-il continuer à payer de moins en moins cher des produits qui ont traversé plus d'une dizaine de frontières et tué des gens? Faut-il s'offusquer qu'on crée plus de maladies que de vaccins? Mais cette qu'on ne peut pas soigner, on les appelle les orphelines, mais il y en a plein. Ah, qui la faute? Les mines ne se voient pas, le bon Dieu est là pour ça. Ah, qui la faute? Ni toi, ni moi, mais nous tous à la fois. Ah, qui la faute? À tes gosses tu diras que tu ne savais pas. Ah, qui la faute? On ne sait pas où on va, mais on avance tout droit, c'est certain. On le sait bien, le progrès ça n'est pas pour demain. Le progrès ça n'est pas pour demain. Le progrès ça n'est pas pour demain. Durablement vôtre, Éric Mutschler. À qui la faute? Un titre du groupe breton L'Agapette, tiré de leur deuxième album Après la pluie, la tempête, sorti en 2015. Vous connaissez bien ce groupe, Alban Gigueleu, L'Agapette, fondé à Vitré en Ille-et-Vilaine? Bah oui, je les ai accueillis, je les connais bien, c'est un bien grand mot, mais je les ai accueillis au mois de mai l'année dernière. Ils venaient faire la première de leur nouveau spectacle au centre Pablo Picasso à Pléno-les-Pont-à-Mousson. Et ils avaient été hébergés ici. Des clients voilà, un petit peu pas comme les autres, des gens qui peuvent dormir à 5 dans la roulotte et 2 dans la caravane et 4 dans la yourte, des gens simples, des gens vivants et des gens qui portent le spectacle vivant, pour qui j'ai une certaine admiration. Et ils seront d'ailleurs à nouveau en Lorraine fin novembre, je crois, Alban Gigueleu. Bah oui, c'est ça aussi la magie de l'accueil, un petit peu à tout vent. Ils vont aller faire une tournée en Allemagne fin novembre. Et sur la route du retour, l'amitié développée pendant ces quelques jours nous a fait monter un projet. Donc on aura une soirée cabaret, un après-midi musical en leur compagnie le dimanche 20 novembre, auquel j'invite les auditeurs à se joindre. Voilà, c'est fait. Alors, Alban Gigueleu, gîte et table d'hôte, mais vous avez également, et vous pratiquez aussi, au-delà du métier de taulier que vous nous expliquez en début d'entretien, le métier ou plusieurs métiers complémentaires. Bah, je pense que l'appellation taulier, justement, elle regroupe un petit peu ça aussi. Alors,
Est-ce que c'est des métiers ? Je ne sais pas, mais Soleol est aussi la dénomination, une des dénominations que le Mich avait donnée, c'était le refuge. Donc refuge de montagne, refuge de randonnée, mais aussi refuge pour des gens qui à un moment peuvent avoir des difficultés dans leur vie, pour des jeunes qui sont un peu restés sur la jante, qui viennent passer quelques jours, parfois un mois, parfois plus, pour se poser, retrouver peut-être un sens des valeurs et de la simplicité. Et se construire ou se reconstruire en passant un petit peu de temps à mes côtés ici. Et quand je dis à mes côtés, je travaille seul, mais c'est vrai que c'est un lieu où il y a toujours des gens de passage. Encore récemment, il y avait Pascal, un ami musicien, qui entre deux tournées est venu passer quelques semaines. M'a permis de partir un petit peu en vacances, à garder le gîte, et pendant ce temps-là s'est occupé d'Alexis, qui est un jeune de 18 ans qui a passé un petit peu de temps en institution, qui m'a été confié par la protection judiciaire de la jeunesse, et là en ce moment il effectue alors c'est un placement, stage, formation où j'essaye de l'accompagner dans son devenir d'adulte, en lui faisant rencontrer un maximum de monde. Et ici, il y a beaucoup de gens qui passent. Comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment une grande diversité. Ça lui permet d'entrevoir la société sous d'autres angles que ce qu'il a pu voir jusqu'à maintenant. Mais justement, Alban Gicleux, qu'est-ce que un Alexis, par exemple, trouve ici à Soleol ? Est-ce que c'est la vue extraordinaire, le côté isolé, les animaux qui se promènent en quasi-liberté, le potager, la cuisine. Quel est ce plus qui fait que précisément vous faites de ce genre d'activité un métier complémentaire, même si je pense que même là, le métier ne doit pas vous convenir ? Oui, le mot métier, pour moi, c'est normalement, en tout cas dans l'ancien temps, ça représentait une certaine forme d'expertise dans un domaine. On était ébéniste, on était forgeron. Quand on touche au social, on est sur quelque chose de beaucoup plus flexible, où la malléabilité, ça veut dire qu'il faut une souplesse d'adaptation au sujet sur lequel on travaille. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les éducateurs. C'est vrai que j'ai pas eu le courage de faire une carrière dans ce métier-là. Vous auriez pu ? Sur ce que j'avais au fond de mon cœur, oui, j'aurais probablement aimé. Après, j'ai eu un parcours un petit peu différent. Mais aujourd'hui, je m'y retrouve pas mal. Et j'aime bien pouvoir... Lui, Alexis, avec les ânes, il s'occupe des cochons, il apprend à la cuisine. Il est arrivé ici, il me disait ne savoir rien faire. Bon, cet été, en fin d'été, je lui ai laissé un groupe de 50 personnes pour lesquelles il a préparé des flamencuches et des pizzas. Il s'est très bien débrouillé tout seul. Donc, on lui apprend des savoir-faire ouverts pour qu'il puisse, dans sa vie, avancer en ayant un maximum de savoir-faire. Vous parliez également, Alban Gicleux, de l'Agapette, ce groupe breton qui viendra en concert fin novembre. Est-ce que vous avez une programmation quelconque pour des concerts, pour des après-midi musicaux, comme vous le dites, ou est-ce que c'est un peu au hasard des rencontres ? Alors, c'est un peu au hasard des rencontres. Après, avec l'Agapette, on s'est rencontrés au printemps. On va faire une petite date en novembre. On essaye, on fait du théâtre, on accueille des résidences d'artistes, de groupes qui viennent travailler. On essaye d'avoir une proposition culturelle un peu underground, mais qui fait que le lieu est vivant et ça produit une nouvelle rencontre. Pour mener à bien toutes ces activités, Alban Gicleux, j'imagine qu'il faut de l'énergie. L'esclave énergétique, en fait, c'est un petit parallèle, on va dire un peu provocateur, pour faire comprendre à quel niveau on en est arrivé dans la consommation d'énergie de tout un chacun aujourd'hui. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé combien il fallait faire travailler de personnes pour obtenir la même chose que l'énergie qu'on met aujourd'hui dans les machines qui nous permettent de nous déplacer, d'avoir des produits manufacturés, de nous chauffer, de manger, etc. Et le résultat, c'est que chaque Français a à sa disposition de l'ordre de 150 esclaves énergétiques. Ça veut dire que pour avoir la même chose, si on n'avait pas d'énergie abondante, si on n'avait pas de pétrole, pas de gaz, pas de charbon, pas d'uranium, il faudrait que chaque personne ait 150 esclaves à son service qui, à sa place, ou exactement à la place des machines, ferait avancer les voitures, laverait le linge, etc. C'est absolument considérable, c'est bien évident, et c'est inédit dans l'histoire de l'humanité. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. C'était Jean-Marc Jancovici en marge d'une conférence qu'il donnait à la Bibliothèque nationale de France à Paris le 12 janvier 2009. Jean-Marc Jancovici,
Ingénieur diplômé de l'École Polytechnique et de l'École nationale supérieure de télécommunications de Paris, chef d'entreprise, consultant, enseignant, conférencier, auteur de plusieurs livres de sensibilisation et de vulgarisation dans la thématique énergie-climat. Il se présente lui-même comme un comptable carbone. Que vous évoque ce propos de Jean-Marc Jancovici, Alban Gicleux? Alors Jean-Marc Jancovici, c'est quelqu'un qu'on a suivi. Je refais une petite parenthèse sur le Mich. Dites-moi qu'il est déjà venu à Soleol. Bien sûr, il a dormi ici. Et avec le Pavé, une association de défense de l'environnement créée par mon père et ses amis. On avait organisé une conférence au village de Loisy sur lequel il était venu un peu dire aux gens que la fête était un peu finie en termes d'énergie. Est-ce que c'est un sujet dont on parle assez peu, même si aujourd'hui, il commence à être un peu connu. Et l'énergie, c'est les esclaves énergétiques. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant parce que on ne se rend pas compte finalement du confort incroyable dans lequel on vit aujourd'hui grâce à une énergie bon marché et à une électricité sans fin, tant qu'on paye ses factures. Et ici, Soleol, tout à l'heure, je disais soleil et vent, parce que un des défis du Mich est un petit peu ce qui a vraiment pas modifié, mais créé l'ADN de Soleol, c'est de ne pas être relié au réseau. C'est-à-dire de ne pas finalement avoir accès à l'énergie facile et de devoir produire sa propre énergie. Donc avec le vent, on a des petites éoliennes sur le site. Votre père, Alban Gicleux, le Mich, a le goût des défis. Alors que le réseau, vous pourriez avoir accès à quelques dizaines de mètres d'ici. Ouais, quelques centaines. Mais c'est vrai que lorsqu'il a créé le lieu, c'était un anti-nucléaire. Voilà. Et voilà, dire être anti-nucléaire, mais se brancher au réseau, aller au bout de la France, logique, c'était un petit peu schizophrène comme position. Donc après l'expérimentation, la première éolienne, les réseaux en 24 volts. Bon, aujourd'hui, on a 2 éoliennes, on a un petit peu de panneaux solaires, ce qui nous permet de produire 3 à 5 kilowatts par jour. Bon, même si octobre, novembre, décembre, c'est pas des périodes très faciles et on doit vraiment contrôler notre consommation parce qu'on ne pourra pas en avoir plus. Donc c'est vrai que ça veut dire, Alban Gicleux, un nombre d'esclaves limité en somme. Voilà, un nombre d'esclaves limité. Bon, j'ai tendance parfois à revenir, à utiliser un petit peu l'énergie que les gens peuvent avoir. Bon, alors j'essaye d'être malin pour pas qu'ils s'en rendent compte. Et puis après, mais par exemple, quand je fais la vaisselle, quand j'ai une table, moi j'ai pas de lave-vaisselle. Donc quand on fait à manger pour 15-20 personnes, ça représente quand même une masse de choses à laver. Et quand je fais ma vaisselle, normalement, si j'ai bien fait mon boulot, les gens doivent venir m'aider à venir essuyer la vaisselle. Spontanément. Ils le font spontanément ou des fois, je les incite un peu, je leur offre un petit verre de gnôle, si j'ai à maison, bien sûr. Mais en fait, si la discussion vient sur l'énergie, comme ici, c'est une contrainte choisie, c'est quelque chose que les gens ne vivent pas dans leur quotidien. En venant ici, on peut arriver à leur faire prendre conscience de la chance qu'ils ont, quelque part, à vivre dans ce monde où on a beaucoup d'énergie, mais aussi peut-être du risque qu'il y a qu'un jour cette énergie devienne plus chère, voire un jour hors de prix, et que en ayant conscience, on peut peut-être déjà limiter en tout cas sa consommation et la rediriger dans son énergie personnelle, dans l'énergie humaine qu'on a. Alors là, on ne parle pas seulement de la force physique, l'énergie, elle peut avoir diverses dimensions, mais ici, c'est un lieu... si on peut dire qu'on essaye d'être révélateur d'énergie, si je peux utiliser la formule, en tout cas, moi, ça fait partie des choses qui sont importantes pour moi, et c'est aussi dans la manière d'accueillir les gens, comme j'en ai parlé tout à l'heure, le fait d'avoir une contrainte choisie. Les gens, finalement, ils l'acceptent, et puis quelque part, ils repartent d'ici, ils ont une petite chose en plus. Et ce qu'ils ont en plus en partant, ils l'ont peut-être en moins en arrivant, Alban Gicleux, puisque je crois savoir qu'il n'y a ni four à micro-ondes, évidemment, ni télé dans les gîtes que vous proposez à Soleol. On est obligé de vraiment choisir ce qu'on va pouvoir faire avec le peu d'électricité qu'on a. Donc on pompe de l'eau, on a une connexion Internet pour rester un petit peu ouvert sur le monde, on a quelques lampes pour nous éclairer, du petit outillage, mais on fait vraiment ce qui est essentiel avec l'électricité.
l'électricité, et pour la chaleur, on se tourne plutôt vers le bois. Pour la cuisine, on utilise le gaz. Et puis, comme je disais, on essaye de faire en sorte que l'énergie qu'on communique aux gens, ça complète un petit peu les manquements de domotique qu'ils peuvent vivre ici. Se chauffer de chaleur humaine. Ce que vous nous expliquez, Alban Gigler, c'est qu'il y a peut-être d'autres pistes de développement. Parce que les matières premières ne sont pas infinies. Mais la connaissance est infinie. Si nous basons notre croissance économique sur les matières premières, eh bien, il y a une contradiction mathématique inévitable entre croissance infinie et matières premières finies. Mais si nous basons notre croissance économique sur la connaissance, eh bien, il n'y a plus de contradiction entre croissance infinie et connaissance qui est infinie aussi. L'économie de la connaissance est très particulière en ce sens qu'elle est régie par des lois différentes de l'économie des matières premières. Ces règles sont très simples. Il y en a 3, 2 bonnes nouvelles et une mauvaise nouvelle. La première règle, c'est que les échanges sont à somme positive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si je vous donne 20 €, ils ne sont plus à moi. Mais si je vous donne de la connaissance, elle est encore à moi. Là, je vous donne de la connaissance, a priori, quand je vais sortir de cette pièce, je ne serai pas plus bête qu'en y rentrant. Durablement vôtre, Eric Mutschler. C'était le docteur Idriss Aberkan s'exprimant à propos de l'économie de la connaissance. Et si j'ai répété 3 fois le titre de docteur, ce n'est pas par bégaiement, mais parce qu'à 29 ans, Idriss Aberkan, né en 86 à Pithiviers, dans le Loiret, est docteur en diplomatie et néopolitique du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris en 2013, docteur en études méditerranéennes et littérature comparée de l'Université de Strasbourg en 2014, et qui vient d'obtenir cette année le titre de docteur bidisciplinaire en neurosciences cognitives de l'École Polytechnique Paris-Saclay. Une hyperactivité pour un CV long comme le bras qui en irrite plus d'un. Il ne vous agace pas, vous, Alban Gigler? Non, je pense juste que vous avez oublié de mentionner son passage à l'université de Stanford. Ah, j'ai pas pu tout dire, sinon on est passé à la fin de l'entretien. Alors pour quelqu'un qui a pas poussé ses études très très loin, c'est vrai que moi ça m'impressionne d'avoir quelqu'un qui est aussi jeune et avec une telle connaissance, qui a su orienter son cerveau vers la connaissance. J'ai dévoré son livre. Futur pensionnaire de Soleil. Écoutez, on songe à l'inviter pour faire... on aime bien faire des petites conférences où on arrive à regrouper 45 Pékins et perdre de l'argent là-dessus, mais perdre de l'argent, non. Mais voilà, oui, c'est... j'ai lu son livre « Libérez votre cerveau » récemment, donc qui a... Alors, j'aime pas le terme, mais qui est un essai de vulgarisation des neurosciences et et il parle de la neurosagesse et qui est un petit peu, c'est comment notre cerveau, à travers l'éducation à la française en tout cas, est assez critique là-dessus, est un petit peu désorienté et on lui laisse pas forcément prendre toute la place qu'il pourrait avoir en essayant de le faire rentrer dans des boîtes qui conviennent à l'utilisation de l'homme et de son cerveau par l'industrie et un petit peu les dérives de notre société ultra-capitaliste. Et voilà. Alors, non, moi, il m'énerve pas. C'est vrai que la première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé qu'il avait quand même une bonne tête de premier de la classe. Je suis pas d'accord sur tout ce qu'il dit sur l'économie de la connaissance en particulier, mais son livre parce que à un moment il parle de croissance infinie de la connaissance, etc. Et je trouve qu'il oublie de mentionner les limites relatives à... Aujourd'hui, on a l'impression que la connaissance, on peut la faire circuler autant qu'on veut, etc. C'est aussi parce qu'on a de l'énergie à bon marché et une hyperconnectivité. Est-ce que... pourvu que ça dure, mais voilà, il n'a pas refait le lien avec l'énergie et la problématique énergétique. Il faut le faire venir ici à Soleil, ça lui permettra peut-être de le faire, ce lien. Voilà, de faire un 4e doctorat peut-être. En attendant, voilà, moi j'aime lire, malheureusement j'ai pas toujours le temps quand j'ai beaucoup de travail. Là, avec l'automne, c'est vrai que moi je choisis de moins travailler, d'avoir un petit peu plus de temps pour cultiver et de faire un petit peu évoluer mon propre cerveau et arriver à me faire comprendre, à avoir l'impression de comprendre les tenants, en tout cas, et aboutissants de la neuroscience, je le félicite parce que dévorer 150 pages d'un coup sur un sujet qui m'est complètement étranger, avoir l'impression de tout connaître, il a un talent exceptionnel. Vous dites aussi, Alban Gigler, être citoyen dans votre propre projet professionnel, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que par rapport à ces principes, par rapport au niveau de conscience écologique qu'on peut avoir du côté fini de la croissance économique, industrielle et matérielle à tout va, je trouve qu'aujourd'hui, l'avenir de l'homme est dans sa citoyenneté et dans sa relation aux autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun construit son petit château en Espagne, dans son petit jardin, sur du bien matériel principalement, ou sur de l'épate sociale. Moi, j'ai vraiment l'impression que en étant finalement simple, en ayant des besoins qui sont plutôt spirituels que matériels, ou en tout cas sociaux, je pense que c'est peut-être une des seules issues qu'a notre humanité face aux défis à venir. En même temps, Alban Gicleux, connaissance ne signifie pas forcément intelligence. Non, connaissance ne signifie pas intelligence, mais l'ajout des connaissances, le partage de la connaissance, l'intelligence sociale, je pense qu'on a un petit peu perdu ça. Et si on pouvait retravailler les uns les autres à se relier à travers nos connaissances, à travers nos savoir-faire, à travers nos êtres, on redonnerait un petit peu de sens à ce qu'on fait. J'imagine, Alban Gicleux, que vous avez une clientèle ici qui vient chez vous à Soleol parce que c'est Soleol et parce que c'est vous, Alban Gicleux. Mais est-ce qu'il y a aussi des gens qui viennent un peu parce qu'ils ont vu de la lumière ou un panneau au bas de la route et puis qui repartent un peu transformés? Je ne sais pas s'ils sont transformés. En tout cas, ils vivront une expérience originale. Là, j'ai des gens qui sont en déplacement. Alors, c'est drôle parce qu'ils travaillent à la centrale électrique qui est située à quelques kilomètres d'ici. J'imagine que ça doit bien vous amuser, ça. Oui, mais en même temps, ils viennent, ils travaillent dans l'industrie électrique et ils viennent dans un lieu où il n'y a pas d'électricité. Après, ils vont vivre Soleol à leur manière. Moi, j'accueille tout le monde et il y a toujours quelque chose à prendre chez les gens. Donc, c'est pour ça que tout le monde est le bienvenu ici. Enfin, je l'ai déjà dit. Mais moi, je suis intéressé par l'humain en général et je m'intéresse à tout. Peut-être par les Bretons en particulier. Skriver daarop steun.
Durablement Vôtre. Amis auditeurs, vous venez de savourer ou de subir, c'est selon, Ibrahim par le groupe breton de punk celtique Les Ramoneurs de Menhir, tiré de l'album Tanar Bobble, sorti en 2014, une reprise des Berruriers Noirs. Vous ne craignez pas de faire fuir les clients de votre gîte Soléol, taulier Alban Gicleux avec ce genre de musique ou de bruit, c'est selon? Ça fait partie de ma clientèle. J'ai accueilli les Ramoneurs. Tiens, je l'aurais parié. C'est comme ça. J'aurais pu vous mettre les Salles Majestés, hein, ça aurait été un cran au-dessus. Je les ai accueillis lorsqu'ils sont venus jouer à Dieu-Loire au festival East Summerfest, organisé par mes amis de l'association Trash Silo. Non, c'est des découvertes aussi, c'est se rendre compte qu'on a un Berrurier Noir, qu'on était un petit peu notre jeunesse punk qui est sur la terrasse, avec qui on boit des cafés, on rigole, on parle de la vie, du monde. Voilà. Vous aimez les gens, Alban Gicleux? Ouais, j'aime les gens, moi. C'est ce qui m'intéresse le plus. Quel est votre propre parcours? Comment est-ce qu'on finit, ou comment on commence, peut-être, je ne sais pas, par être taulier d'un gîte comme Soléol? Moi, j'ai eu un parcours où j'ai pas vraiment cru dans mes études. Ça m'a pas intéressé. Moi, je suis un généraliste. J'étais intéressé partout. Pour autant, vous aviez des facilités, néanmoins, non? Il faut croire, j'ai eu le bac et puis un DUT de commerce, la bonne blague. Mais en attendant, voilà, moi j'avais envie de vivre, j'avais envie de voyager, j'avais envie d'aller à la découverte du monde. Ce que j'ai pu faire de manière assez chanceuse. D'une, parce que j'avais pas des parents qui m'ont mis la pression, qui m'ont laissé beaucoup de liberté dans mes choix et dans mes orientations. De ce que vous avez raconté de vos parents et du Mich en particulier, c'était presque la moindre des choses, non? Ouais, et puis il faut pas oublier la Jeanne, hein, on est en Lorraine, qui est ma maman. Ils ont eu 3 enfants, chacun a eu un parcours assez différent. Bon, le mien, j'ai fait le minimum, on peut dire, en ayant mon petit bac +2 à l'époque. Puis je suis allé en Écosse et puis ensuite à La Réunion et Madagascar, où c'était ma période où j'ai fait du français langue étrangère. C'est quelque chose qui m'intéressait. Je voulais aussi vivre en Grande-Bretagne, en Écosse en particulier. J'étais rugbyman à l'époque, c'était une belle terre pour moi. Ensuite, après l'accident de mon père, je suis parti dans l'océan Indien. J'ai résidé à La Réunion, à Madagascar, où j'ai fait pas mal de petits boulots différents, avec quand même une composante d'enseignement assez importante. Et puis au début des années 2000, je suis revenu, je me voyais pas trop devenir ilien et rester sous un cocotier en attendant qu'il y ait une noix qui me tombe sur la tête. Donc je suis rentré en métropole, j'ai fait quelques saisons dans la limonade. Et puis ensuite, j'avais vraiment mon métier rêvé, ou en tout cas mon envie la plus forte, qui était de m'investir un petit peu dans le social et dans l'humanitaire. Donc j'ai réussi à mixer un petit peu les deux en étant travailleur de la solidarité internationale, comme on dit, et en ayant la chance de pouvoir aller dans des pays et des contextes assez intéressants, avec un passage par le Congo, la République démocratique du Congo, ancien Zaïre, puis d'être en Irak en 2003-2004 après l'invasion par la coalition américaine de l'Irak. J'ai aussi travaillé en Érythrée. Alors ça c'est chouette parce que la plupart des gens savent pas où c'est, alors ça, c'est exotique. Ça vous manque pas ces voyages-là aujourd'hui? Alors que, encore d'une certaine façon, en vous écoutant bien, Alban Gicleux, on a l'impression que vous voyagez finalement à travers vos clients aujourd'hui. Il y a un aphorisme albanais qui dit « Il n'est de plus grand voyageur que celui qui sait recevoir ». C'est joli, ça. Je me suis fait plaisir il y a 3 semaines, après un petit peu le coup de feu de l'été, en repartant sur les routes de France en stop, en m'arrêtant un petit peu au gré des rencontres et des gens. Après 5 ans après avoir travaillé 5 ans dans la solidarité internationale, moi j'en avais fait un petit peu le tour. J'ai pas forcément envie que ça devienne un métier. Moi, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire pour me professionnaliser vraiment dans le domaine. Je m'y retrouvais pas tellement parce que je lui trouvais un côté quand même néocolonialiste. Donc non, ça me manque pas trop. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur?
Alban Gigueleu, taulier, puisque c'est votre métier, du gîte et table d'hôte Soleol à Landremont, en Meurthe-et-Moselle, c'est le moment de votre choix. On écoute. Manger. Verbe du premier groupe, de l'ancien français mangier, issu du latin manducare, manger, mâcher et avaler un aliment dans le but de se nourrir. Mais où et comment se procurer ce papier-monnaie? L'Homo sapiens sapiens invente le travail, crée le pouvoir d'achat, et le pouvoir d'achat remplit son assiette. Extrait de la bande-annonce du spectacle Manger, coup de cœur Avignon 2014, de la compagnie Zygomatique, fondée par Ludovic Pitorin en 2001, basée à Montcoutan, dans les Deux-Sèvres, et composée de 4 comédiens chanteurs qui pratiquent, disent-ils, un théâtre de résistance par le rire. Notez que le spectacle Manger sera donné en Lorraine le 8 novembre à Metz, le 9 novembre à Vendeuvre et le 10 novembre à Saint-Dizier, à découvrir ou à retrouver sur www.compagniezygomatique.com. On aura bien compris qu'il s'agit d'un coup de cœur, Alban Gigueleu. C'est un coup de cœur, oui, parce que c'est des gens qui sont venus en Lorraine il y a 5 ans. Une invitation de François Petitgand, alias Le Pet, bien connu dans les milieux lorrains, et, pour le festival alimentaire, et qui reviennent donc dans quelques semaines, que j'avais accueilli à l'époque, avec qui on avait passé des grands moments de fraternité. Que j'avais accueilli comme j'aurais accueilli des amis et que je vais retrouver d'ici quelques jours. Et voilà, c'est aussi ça, Soleol. C'est vrai que dans les coups de cœur, les gens que j'accueille ici, on a vu la Gapette, les Ramoneurs de Menhir, là on parle des zygomatiques. Oui. C'est cette chance que j'ai de tomber parfois sur des gens comme ça. C'est pas vraiment une chance, c'est presque votre, là je vais dire un gros mot, un concept, Alban Gigueleu. Voilà, j'essaye de faire en sorte que des gens comme ça, ils puissent arriver jusque chez moi, parce que quelque part là on rentre dans une sorte d'échange, c'est-à-dire comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai un gîte, j'ai une table d'hôte, j'accueille, je fais à manger, je fais le métier, mais moi je cherche pas, c'est pas une activité dont je cherche à produire un maximum de numéraire. Moi, quand j'ai des gens qui arrivent à Soleol, qui vont m'impressionner, qui vont me faire rire, qui vont enchanter mes oreilles, on va pas parler j'ai pas de fascination, mais là, c'est moi qui me paye. Quelque part, c'est la partie démonétarisée que je peux arriver à donner à mon métier. C'est un échange comme un autre, après tout. Mais c'est l'échange sur lequel on devrait peut-être commencer à se pencher un peu plus sérieusement. Et au lieu de courir après les euros, c'est courir après les rencontres. Après les heureux. Après les heureux, ouais, merci. c'est là. En tout cas, voilà, on parle des zygomatiques. Il y en a eu bien d'autres. Il y en aura encore, j'espère. C'est vrai que en ce moment, j'essaye d'apporter on va pas dire un vernis, mais culturel à mes activités, en invitant des gens, et aussi quand j'ai des groupes de musique, de théâtre et autres qui passent, c'est finalement de pouvoir dire, et si on échangeait un peu plus de matière contre vraiment des choses qui touchent à l'humain, qui sont vraies. Et moi, là-dedans, je m'y retrouve pas mal. En même temps, Alban Gigueleu, Soleol, c'est une entreprise. C'est une activité. Vous facturez, alors là, pour le coup, en numéraire vos gîtes, vous facturez en numéraire les repas. Comment est-ce qu'on gère cette double approche qu'on sent bien dans votre discours ? Déjà, en étant accessible à tous, c'est-à-dire que le coût moyen d'une nuitée par personne se situe entre 15 et 20 euros pour être dans un site exceptionnel et avoir un confort moi, que je trouve vraiment potable. Pour les repas, c'est pareil. Arriver à donner vraiment quelque chose sans s'enflammer sur les prix, c'est-à-dire que moi, je m'adapte en fait au budget des gens. Si les gens ils ont que 10 euros à mettre, on leur fera un beau pique-nique, une formule plus légère. Si ils veulent un repas du dimanche parce qu'ils sont là pour fêter un événement, un anniversaire, on va leur sortir le grand jeu. Mais l'idée, c'est aussi de dire que
Enfin, moi, tout le monde a accès. Et je me souviens, il y a des gens qui ne comprenaient pas trop ça, mais il y a même des gens, je ne dirais pas que je les paye pour venir, mais ça m'est arrivé souvent de faire des gratuités pour des vrais aventuriers, des gens qui marchaient à pied ou qui se promenaient avec des ânes, et de leur dire, c'est pour moi. Enfin, voilà. Mais à côté de ça, il faut arriver à créer un revenu. Et moi, j'ai la chance de pouvoir le faire tout seul, de ne pas avoir de patron, de pas avoir d'employés, mais d'avoir des gens qui peuvent m'aider, avec qui on a des systèmes d'échange qui sont le plus juste possible. Et moi, je considère que je vis dans un grand luxe, quelque part, même si je ne gagne pas des milliers et des milliers d'euros. Pour autant, vous en vivez confortablement. Moi, je vis confortablement parce que déjà, j'ai pas de télé, je suis très peu impacté par la pub. J'ai pas de besoin. Pour ça serait l'inverse. Hein. De dire je vis confortablement parce que je n'ai pas la télé, pour beaucoup de gens, ça serait plutôt l'inverse. Voilà, bon, ça choque. Il y a des fois, mais t'as pas de télé, surtout les enfants. Là, moi, je dis, ça me fait toujours un peu de la peine pour des enfants qui disent oh là, t'as pas la télé, ça craint. Non, c'est aussi ça, c'est dire c'est bien de gagner de l'argent. Après, en gagner beaucoup, voire trop, si on n'a pas vraiment de passion dévorante pour le jeu ou qu'on a envie d'aller tous les 3 mois, une semaine en vacances dans un club. Enfin voilà, moi l'argent que je gagne depuis 5 ans, je l'ai surtout remis dans la structure pour qu'elle soit pérenne. Et puis aujourd'hui, c'est dans ma qualité de clientèle que je trouve mon plus grand luxe. Merci Alban Gilleux pour cet entretien. Merci Eric. Je rappelle que vous êtes le taulier, on pourrait dire le gérant, mais ce serait bien sûr beaucoup trop commun, du gîte et table d'hôte Soleol à Landremont, entre Nancy et Metz, en Meurthe-et-Moselle bien sûr. Pour en savoir plus, rendez-vous sur votre site, c'est le cas de le dire, www.colline-soleol.com. Pour réagir à cette émission, nous proposer des invités ou des sujets, écrivez-nous à contact@durablementvôtre.fr. Si vous aimez la radio et si vous souhaitez occuper utilement un peu de votre temps libre, quelles que soient vos compétences, rejoignez l'équipe de bénévoles de l'émission Durablement Vôtre en écrivant à contact@durablementvôtre.fr.